américaine, bon, ça date de 2008, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de révolution copernicienne depuis ce temps-là. Les enfants qui arrivaient à l'école primaire aux États-Unis, donc prenons même pas maternelle, première année primaire, on disait qu'ils avaient eu entre 1000 et 1700 heures de lecture à la maison ou dans les lieux où ils étaient socialisés avant. Et donc, ils étaient déjà entrés dans ce que nous, dans notre jargon, on appelle l'entrée dans l'écrit. Déjà, la chose écrite existait et c'était intéressant que quelqu'un nous lise une histoire, donc ce qui était écrit était quelque chose de valorisé. Contre 25 heures, alors on passe de 1000 à 1700 à 25 heures pour les enfants de milieux défavorisés. Et c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. J'ai commencé à enseigner dans une polyvalente où il y avait des enfants dont les parents avaient fait une 3e ou une 4e année primaire, tout au plus. Ça, c'est dans les classes faibles, bien sûr. Et puis, ces enfants-là avaient un rapport à la culture, à l'écriture, à l'école, qui était un rapport plus positif que leurs parents, parce que leurs parents disaient, nous, on n'a pas eu la chance, toi, tu as la chance, vas-y, mais qui n'avait rien à voir avec les enfants à l'époque. Hein, il n'y avait pas les parcours enrichis, les parcours qui s'appellent réguliers, qui n'ont rien de régulier, que j'appellerais plutôt les parcours de tristesse et de misère. Hein? Alors, il y avait les voies 1, 2, 3. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner en voie 1 et en voie 3, à la polyvalente de Mortagne. Et puis, dans les voies 1, ben, les enfants avaient de 12 à 15 ans, et puis, ils venaient de milieux non scolarisés. Et puis, les enfants qui étaient en voie 3, ils étaient plus petits, ils avaient jusqu'à 13 ans, pas plus, 12 ans et demi, leur première secondaire. Et puis, déjà, ils étaient culturellement tout à fait différents, et donc, on pouvait adapter son enseignement à ces élèves-là. Et si on avait du cœur au ventre, puis si on connaissait ce qu'on devait leur enseigner, ben, on pouvait réussir aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, parce qu'on avait les conditions pour réussir avec les uns comme avec les autres, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, Debout pour l'école, c'est ça son grand objectif. On a donc travaillé sur un premier chantier qui s'appelle Équité sociale et éducation. Un deuxième chantier sur le développement des compétences langagières, parce qu'on pense encore que c'est on ne parle pas juste pour communiquer, mais on pense avec des mots, avec des structures syntaxiques, et que donc c'est essentiel pour l'égalité sociale et l'équité que les enfants qui sortent du secondaire soient équipés pour le reste de leur vie, être capables de communiquer correctement et ne soient pas complètement marginalisés par leur façon de parler. Et quant à écrire, on sait très bien qu'au bout de quelques années, ceux qui n'écrivent plus ça deviennent des analphabètes fonctionnels. Et le troisième chantier était sur conditions de travail et formation des maîtres. Et donc, on a lancé comme première action collective une action d'une pétition. Ça n'a rien d'original, je le sais, on le sait. Et c'est une pétition qui vise ce qui nous apparaissait le plus urgent, le plus essentiel pour empêcher que se détruise l'école. Et parce que et puis là, ça va m'amener à lier au thème d'aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la formulation telle que je l'ai lue, en tout cas dans le programme. C'est sortir du cadre, du renouvellement de la convention collective, mais après, dans le texte, il y a quelque chose qui opposerait finalement la défense des programmes sociaux, des objectifs de justice sociale dans les services publics et la défense des droits des travailleurs et des travailleuses des services publics. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Non seulement il n'y a pas d'opposition, il faut justement créer la dialectique. Parce que les enseignantes et les enseignants qui aujourd'hui reviennent chez eux épuisés, déprimés, tristes de ne pas avoir pu faire leur travail avec sérénité et efficacité, bien, c'est leurs conditions de travail, d'accord, qui sont en jeu. Mais c'est l'éducation des enfants, les apprentissages ou les non-apprentissages des enfants qui sont en jeu. Donc, c'est très lié. Et c'est pour ça que notre première action, c'est une pétition qui s'adresse au ministère de l'Éducation. Alors, je vais la faire circuler tantôt, vous pourrez la signer si vous voulez. J'ai mis un petit papier sur les tables qui dit la première chose, c'est assurer une véritable mixité sociale et culturelle dans les écoles et dans les classes. C'est fondamental. Mais ensuite, il y a plein de choses qui renvoient aux conditions de travail des personnels enseignants. Puis là, on s'est fait dire par des gens de gauche, dont je suis, mais on n'avait pas le même point de vue là-dessus. Vous faites la job des syndicats, vous n'avez pas d'affaire à vous occuper de ça, vous êtes un collectif citoyen. Bien, d'après moi, un syndicat, ce n'est pas un club privé, ça appartient aux citoyens, mais moi, en tant que citoyenne du Québec, je considère que les conditions de travail du corps enseignant, comme des gens des services publics et des travailleurs, en général, me concernent. Et donc, ça nous concerne. Et là, on demande de soutenir, de diminuer la précarité, d'augmenter la rémunération, d'augmenter les ressources, bien sûr, de baisser les ratios.
questions sur lesquelles le ministre de l'Éducation a dit publiquement au devoir de débattre que la science n'existe pas. Il y a des recherches scientifiques, puis généralement, ça se contredit beaucoup en sciences humaines. Alors, nous, on a fait une étude aussi, et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a des impacts sévères sur les populations plus jeunes et plus défavorisées quand les ratios maîtres-élèves ou enseignants-élèves sont trop élevés. En ce moment, ils sont trop élevés partout, et à la maternelle, et au primaire, et au secondaire, puis je ne parle pas de l'université. Alors, et le ministre a dit que c'était faux. Et le comment on appelle ça, là, le parachic qui soutient le ministre, le monsieur Égide Royer qu'on voit sur toutes les lignes, de l'Université Laval, il a dit qu'aussi la science montrait qu'il n'y avait pas d'incidence sur la réussite scolaire. Mais si la réussite scolaire, ça veut juste dire les notes des examens du ministère, peut-être que là, on ne la voit pas, la différence. Mais si l'école, ça ne vise pas juste à réussir des examens formatés, mais à éduquer et à instruire, là, il y en a une différence. Toutes les études sérieuses le montrent. Alors, c'est ça la pétition, donc, et c'est une pétition citoyenne, c'est pas une pétition syndicale. On a été soutenu par la Fédération des enseignants de la CEQ, par la FAE, par la FNEC, qui ont dit c'est très bien, puis on va la faire circuler. Bon, alors ils font ce qu'ils font, et ce qu'ils peuvent, et nous on essaie de la faire circuler, mais on veut la remettre au ministre au mois d'avril ou mai, et donc on vous invite à la signer. Parce que, justement, si on pense que les syndicats sont les seuls responsables de, par exemple, prendre le domaine de l'éducation, bien, on considère que comme citoyen, on n'a rien à dire. Comme parents, grands-parents, on n'a rien à dire. Alors, c'est absurde. Alors que ceux qui devraient défendre sont muselés. Alors, la question de, on a une revendication fondamentale, par rapport à laquelle je vais vous donner une petite information absolument rigolote si ça ne vous fait pas pleurer. On a dit lever toute entrave à la parole publique des personnels scolaires. Pas juste les enseignants et les enseignantes, les orthos, les gens de soutien. Les gens de soutien, là, ils sont aussi malmenés en ce moment. Les services de garde, les cafétérias, il y a 10 fois trop de monde pour le monde, pour les capacités d'une personne à finalement s'occuper des enfants correctement, des enfants ou des adolescents. Alors, lever les entraves. Là-dessus, on a eu le cas Katia Dufault, on a eu le travail relativement correct de M. Lagacé de la presse, puis après, il y a eu un silence total. Le ministre dit on va regarder ça. Puis après, ils ont réglé le problème de Katia Dufault en dehors. Je suis allée comme porte-parole, oui, de Debout pour l'école avec un collègue qui a été 40 ans dans l'enseignement secondaire. Elle a rencontré, parce qu'elle nous a demandé de la rencontrer, la présidente de la commission scolaire, ça s'appelle les écoles catholiques de Montréal, CSDM, commission scolaire de Montréal, excusez-moi, Madame Arelle Bourdon. On lui a parlé de notre pétition. Elle a été assez malhabile pour nous dire très explicitement qu'elle était contre 3 ou 4 de nos revendications. Moi, si j'avais été elle, j'aurais juste écouté, puis je n'aurais rien dit. Et quand il était question de lever toute entrave à la parole, elle a vraiment pété les plombs et elle a dit « Lagacé vient de nous blaster ». Alors que nous, on trouvait que Lagacé, il avait fait un travail honorable, cette fois-là, au moins. Alors, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire confiance aux fédérations des commissions scolaires, aux fédérations, au regroupement des universités pour ce qui est de l'éducation. Moi, ça fait pas loin de 50 ans que j'étudie comment fonctionne le ministère de l'Éducation du Québec et les ministres, et j'ai, à part un ou deux ministres, j'ai jamais vu quelque chose qui répondait aux besoins des citoyens et à la réelle nécessité d'un système scolaire de qualité et équitable. Alors, je termine en disant que c'est pas vrai que les syndicats, je ne vais pas défendre les syndicats, je vais dire ce que je pense et ce que j'ai vu encore récemment. Les syndicats, que ce soit la FTQ, la CSN, la CSQ, la FAE, que ce soit la Fédération XYZ, le Conseil du travail ou le Conseil régional, peu importe, si vous lisez leurs écrits, j'ai lu le Monde ouvrier du dernier mois, je veux dire, ça déborde et de beaucoup la convention collective. Sur l'écologie, tout le monde est d'accord, il faut se battre, il faut se battre. Et je suis d'accord, je fais partie de 3 groupes écologiques, c'est vrai. Sur la question des femmes, tout le monde est d'accord, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. C'est vrai. Sur la question des discriminations, aussi. Sur la question... alors, oui, les organisations syndicales ont des positions. J'ai lu le manifeste de la FAE encore avant-hier.
c'est admirable de position. Alors, le 15 $, c'est pas une revendication, comme tu as dit, corporatiste, c'est une revendication sociale tout à fait juste. Alors, le mouvement syndical au Québec, les organisations syndicales ont ces revendications-là. Le problème, c'est qu'elles ne les portent pas. On était, il y a 1 an et demi ou 2 ans et demi, un beau mois d'avril, il fait beau un peu, c'était le printemps, une manif appelée par la CSN, la CEQ, non, la CSQ, pardon, CSQ et la FTQ à Montréal, on était 1500, il y avait à peu près 10 personnes que je vois ici qui étaient là. Puis moi, j'ai retrouvé des vieux potes militants des années 70. On était entre militants, on n'était pas entre membres du mouvement syndical. Alors, même quand le mouvement syndical va à la COP, puis à des instances sur les questions d'écologie, ils se préparent, ils y vont, ils apprennent plein de choses, ils font un petit rapport, mais ça ne mobilise pas leurs membres. Donc, le problème fondamental, que ce soit dans les groupes citoyens populaires, que ce soit dans le mouvement syndical, c'est le problème de la mobilisation. Et le problème de la mobilisation, ce n'est pas un problème qui serait au sommet. Dernière phrase. Une seconde. Dernière. J'étais au Conseil confédéral de la CSN l'année dernière au printemps. Il était question de la lutte pour le 15$. Alors, les gens qui étaient assis là, puis racontaient, il fallait faire ça, il fallait faire ça. 3 quarts de la salle dormait, regardait son téléphone. C'était tellement ennuyeux. Puis là, ils ont dit, bon, ben alors, il y a un micro droit pour, un micro contre, alors qui va lui parler contre ça? Alors, il y a 2 collègues qui vont, un du Conseil central de Montréal, un du Conseil central de Québec, qui vont au micro puis qui disent, c'est sûr qu'ici, on est d'accord pour ça, la lutte pour le 15$. Le problème, un dit, moi, dans mon hôpital, à Montréal, le monde n'y croit pas, puis ils ne veulent pas. Ils disent, on s'est battu pour, ben qui se bat pour? L'autre du Conseil central de Québec dit à peu près la même chose. Je fais une tournée des syndicats, puis il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Face à quoi les gens qui étaient à l'avant, dont le président, on dit, comme il n'y a personne à gauche, j'appelle le vote, puis on a pris le vote. 0 seconde de débat sur 2 questions fondamentales que venaient de poser 2 délégués syndicaux qui disaient « ça ne marche pas dans nos propres rangs ». Alors, c'est difficile de convaincre les autres. Hein? Et donc, il aurait fallu qu'il y ait un débat. Il aurait fallu qu'ils disent « oui, on va continuer à amener cette lutte-là, mais on va voir comment on va l'amener ». Plutôt que de dire « c'est lancé mon kiki, puis on va attendre que les masses médias en parlent ». Alors, je pense que le problème, c'est ce que vient de dire ma collègue avant moi, je veux dire, le problème, c'est le problème de mobilisation. Le problème, c'est ce à quoi on se heurte nous-mêmes tous les jours, à Debout pour l'école, c'est-à-dire qu'on est invité, on parle aux gens, ils trouvent qu'on a ça de l'allure, qu'ils sont contents, ils signent une fois la pétition, mais ils n'en parlent pas à leurs collègues, ils n'en parlent pas à leurs blondes, ils n'en parlent pas à leurs voisins, ils n'en parlent à personne, parce qu'on est rendu dans un monde où finalement, c'est soi-même, sa survie, et puis ça s'arrête un peu là. Alors, c'est un peu négatif, c'est un peu, comment dirais-je, un peu pessimiste, mais moi j'ai le même slogan depuis au moins 30 ans, d'un personnage de Régent Ducharme, on est des désespérés, mais on ne se découragera pas.